Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900, éthique et professionnalisme. Comment ça se passe, votre début de session, la rentrée? On y est, c'est commencé. Nous, on s'est déjà vus en classe. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là, mais j'espère vous voir bientôt. C'est comme ça, la semaine d'introduction, il y a quelques absents toujours. Mais en même temps, le cours permet ça. Tranquillement, on arrive, on s'installe. Puis le cours prend son rythme. D'abord, merci pour vos présentations sur les forums. De beaux parcours riches, passionnants. Content de vous rencontrer. Je vais essayer de répondre aux premiers là, qui se sont présentés sur le forum, c'est-à-dire qu'en guise de récompense de votre engagement précoce, là, je vais vous préparer un petit message personnalisé du prof. En tout cas, pour les 50 premiers, je vais faire ça. Là. Avec 200 étudiants, je ne peux pas y passer non plus la session, mais pour ces 50 étudiants-là, là, ce sera le seul peut-être courriel d'un prof dans tout votre bac. Profitez-en bien. Bravo aussi pour vos premières interventions sur le forum à propos de Karen Duhamel. Rappelez-vous de Karen. Plusieurs se sont dit touchés, inquiets, troublés, évidemment, un peu anxieux même, certaines. Donc, rappelons-le, l'intention pédagogique derrière ça, c'était, oui, vous faire sentir ce malaise, cet inconfort, mais c'est surtout ce manque, ce manque d'outils, de ressources que je voulais soulever, vous faire ressentir. Parce que, évidemment, si je veux vous enseigner, il faut d'abord faire ressentir ce manque et après, c'est plus facile de vous enseigner, de tenter humblement de combler ces manques. Donc, c'est un contenu qui est riche, qui vous attend dans les prochains modules. Et tant qu'à vous préparer un contenu riche, il fallait d'abord vous mettre dans ce type d'état pour éventuellement que vous vous sentiez peut-être plus davantage tourné vers le contenu que je vous ai préparé. Module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2? Ce sont des notions de base, vocabulaire de base. Et pourquoi le faire comme ça? Mais c'est parce qu'on a besoin de se donner, je dirais, un langage commun là, pour bien se comprendre. On fait ça aussi dans les sciences, biologie, médecine, physique. Là, on commence d'abord par préciser les termes. Si vous voulez discuter d'une science avec quelqu'un d'autre, il faut maîtriser un peu les termes. Et c'est la même chose en matière d'éthique. La seule différence, c'est que ce sont des mots que vous utilisez peut-être à tous les jours, mais auxquels on va attacher une définition un peu plus précise, peut-être rigoureuse, en tout cas très certainement plus précise. Le but, c'est justement de préciser notre pensée, ma pensée, s'assurer qu'on puisse se rejoindre à quelque part et le vocabulaire participe à tout ça. Dans ce module 2, donc, nous aborderons la question du bien et du mal. Donc, ni plus ni moins. Je sais que ça fait, ça va vous faire drôle déjà de la nommer comme ça, mais c'est en matière d'éthique, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le bien, le mal, ce seront peut-être les deux extrêmes là, de tout ce que nous tentons de recouvrir dans ce cours. En fait, on va aborder les concepts, les notions dont vous aurez besoin pour justement explorer cette zone intellectuelle riche là, qui existe justement là, dans je dirais, ce continuum entre le bien et le mal, par-delà le bien et le mal, comme disait l'autre Nietzsche. Nietzsche, trop souvent d'ailleurs enseigné par vos profs de philo du cégep. Donc sûrement que vous avez passé à travers Nietzsche un peu ou introduit à Nietzsche. Qu'est-ce que l'éthique maintenant? Qu'est-ce que la morale? Que peut-on en dire? Ça fait partie des thèmes de ce module 2. Comment discuter de ces thèmes? Quels sont les principaux termes dont nous avons besoin pour mieux comprendre, pour en discuter, pour en débattre?
Dans ce module, vous verrez notamment les expressions, les termes que sont morale, éthique. Ce sont les deux principaux, donc deux, je dirais presque synonymes. Là, c'est à peu près le même sens, mais évidemment, là, dans le cours, nous ferons les nuances appropriées. Mais je dirais que les deux termes désignent essentiellement la même chose, hein. L'idée d'habitude, d'habitude, le bien et le mal, cette question-là, ça fait des siècles qu'elle se pose, sinon des millénaires. Nous avons collectivement, historiquement, pris des habitudes et tranquillement, ces habitudes, ces décisions, ces règles se sont instituées, intégrées à ce que, à la somme de lois, de valeurs, de règles qui balisent les questions qui entourent la question du bien et du mal. Dans ce module 2, donc, nous nous concentrerons sur 3 termes importants: conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Hein, c'est sûrement pas la première fois. Si vous avez déjà eu un cours d'introduction en philosophie morale, ça fait partie je dirais, de nos classiques. On les reverra. Sinon, pour vous, si c'est la première fois, soyez encore plus attentifs. Ce sont 3 façons distinctes de répondre à la question « Qu'est-ce que le bien? » Hein, 3 façons d'argumenter pour justifier vos actions lorsqu'elles sont qualifiées de bonnes. Hein, donc, un argumentaire conséquentialiste, un argumentaire déontologique et un argumentaire inspiré de l'éthique de la vertu. En classe, vous verrez, si vous étiez là cette semaine, là, vous l'avez vu, ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast. Je vais vous citer plusieurs exemples. Là, moi, j'enregistre le lundi, donc je vais parler au futur. Donc, je vais vous citer plusieurs exemples en classe, dans le cours, mais puisque que vous m'écoutez encore plus attentivement lorsque vous écoutez ce podcast, donnons déjà quelques exemples peut-être pour mieux comprendre ces 3 termes. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est notre gestion de la crise de la COVID. Est-ce que cette crise est passée? Nous le verrons. Peut-être que dans 10 ans, on pourra le dire que c'était passé au moment où je vous parle. Mais disons qu'en ce moment, maintenons l'idée qu'elle n'est pas tout à fait finie, cette crise. Donc, on a eu un débat, rappelez-vous, sur la vaccination obligatoire. En fait, on en a eu plusieurs, là. Mais prenons le débat sur la vaccination obligatoire. Hein, la question morale qui était posée, c'était: est-ce qu'on doit ou non obligatoirement vacciner l'ensemble des Québécois, Québécoises? Peut-être que même à l'époque, là, vous en avez sûrement discuté avec vos proches. C'est ce qu'on fait, hein, une question sociale qui est posée, puis on en discute sur l'heure du souper ou avec des amis. Puis c'est intéressant pour vous, là, je vous invite à le faire, là, replongez-vous dans vos arguments, dans les arguments qui circulaient à l'époque, puisque justement, ce sont ces arguments-là qui vont nous permettre de mieux illustrer les 3 modes d'argumentation éthique dans ce module: conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Je les répète pour que tranquillement ça puisse s'inscrire à quelque part dans votre mémoire. Donc, en matière de vaccination obligatoire, rappelez-vous, certains invoquaient le fait que cette vaccination était un mal nécessaire pour s'assurer du plus grand bien pour le plus grand nombre. Et ce genre d'argumentaire, là, lorsque vous l'entendez, c'est un argumentaire qui s'inscrit directement dans l'esprit de l'utilitarisme, hein, du conséquentialisme. Je donnerai plein d'exemples en classe, là, mais rappelez-vous l'esprit de tout ça lorsqu'on se concentre sur les conséquences, sur la fin, sur à quoi ça va mener. Lorsqu'on se met à calculer, c'est davantage un discours plus proche de l'utilitarisme. Rappelez-vous aussi, à l'époque, d'autres invoquaient d'autres types d'arguments, là. À l'époque, on parlait de droit à la liberté. Bon, on ne va pas vacciner tout le monde, on a le droit de choisir. Donc, le droit à la liberté, à la dignité de la personne, qui justement est capable de choisir ce qui est bon pour elle,
bon pour ceux qui l'entourent. Certains, dans les médias, le rappelaient justement des lois, des normes, des codes qui doivent être protégés, hein, peu importe les conséquences. Ça fait partie du discours davantage proche du déontologisme, hein, l'idée qu'il y a des devoirs, il y a des principes, il y a des règles qui dépassent cette somme de conséquences que vous avez précédemment calculées. Là. Donc, au-delà de certaines conséquences, il y a des lois, des règles. Donc, ça ici, ça s'inscrit davantage dans l'esprit, je dirais, du déontologisme. D'autres, à l'époque, avaient plutôt invité à agir, plutôt comme le ferait votre mère ou votre héros moral préféré ou votre personnalité politique préférée à l'époque. Là, c'est-à-dire que lorsqu'on tente de dire que le comportement adopté ou la décision adoptée serait celle qu'aurait adopté une personne qui incarne vos valeurs les plus profondes, là. Donc courage, sagesse, tempérance, prudence, justice. Hein, lorsque vous vous laissez inspirer par des personnes dans votre entourage qui, pour vous, incarnent ces valeurs, là. Donc courage, sagesse, tempérance, prudence, justice. Lorsque ce type d'argumentaire est invoqué, ben à ce moment-là, on se retrouve davantage du côté de l'éthique de la vertu. Donc, 3 mouvements, 3 courants. Chaque débat moraux, je dirais, nous rappelle ces 3 mouvements. Faites l'exercice, là, toutes les fois qu'il y a une question délicate, difficile, ces 3 mouvements sont souvent invoqués, sont souvent appelés au dialogue. Puis, je dirais que la sagesse se dessine souvent là, à l'interstice, je dirais, du dialogue entre ces 3 grands mouvements. Donc, dans ce module, on ne réinventera pas la roue, là. Donc, c'est 3 mouvements, 3 courants classiques, 3 mouvements typiques là, en philosophie morale. Ils sont là, ils interagissent depuis des centaines d'années lorsque la question du bien et du mal est invoquée. Puis c'est important que dans ce premier chapitre, là, on prenne le temps de bien les distinguer. Si vous voulez faire de la philosophie morale, c'est un cours d'introduction à de la philosophie morale. Donc, c'est important de bien comprendre, saisir ce que sont ces 3 mouvements. Si vous pointez en classe cette semaine, je vous invite à le faire. Ce sera mardi à midi 30. Nous aurons une très belle discussion autour d'une expérience classique pour explorer là, justement ces 3 mouvements éthiques. L'expérience, c'est l'expérience du tramway. Donc, ça, vous avez peut-être fait cette expérience-là. Là. Essayez de vous imaginer. C'est assez classique. Même, je dirais, dans la culture populaire, c'est là en ce moment. Donc, le tramway. Le tramway, je ne parle pas seulement du tramway à Québec, là. Peut-être qu'il faudrait le formuler comme ça, mais c'est une expérience de pensée classique en philosophie morale. Donc, le tramway se rapproche d'un croisement. Donc, il y a 2 rails, donc 2 choix possibles. Il va sur la voie 1. S'il va sur la voie 1, c'est tout droit. Donc, si vous le laissez aller, il va y avoir 5 morts. Puis, si vous le faites dévier, il faut tirer sur un levier. Donc, il change de voie. Puis, à ce moment-là, il y aura seulement un mort. Donc, c'est une belle question. C'est partout dans la culture populaire. C'est une façon assez classique là, d'aborder, d'explorer les différents courants moraux en philosophie. Mais je dirais que c'est une façon qui commence à dater un peu, une façon de la réactualiser en classe. Je vais plutôt me servir d'une expérience plus moderne, je dirais, de ce dilemme, une illustration un peu plus techno-moderne de ce dilemme. C'est plus un tramway, mais ce sont des voitures autonomes. Donc, les voitures autonomes, là, vous le savez, là, ça s'en vient. Puis une façon de replacer, de reposer cette question-là du dilemme du tramway, c'est de le replacer avec les futures automobiles à conduite déléguée, c'est comme ça qu'on les appelle, voitures intelligentes, si vous préférez. Puis on se demande, justement, les voitures, on aura à les programmer
il faudrait déjà les exercer à faire ce genre de choix. À gauche, si la voiture va tout droite, il y a 5 personnes, est-ce que je dévie de l'accotement? Puis à ce moment-là, j'en fauche une qui, elle, était tout à fait en droit d'être là, alors que peut-être que dans la rue, ces personnes-là n'avaient pas le droit d'être là. Donc, vous verrez dans la classe, là, j'ai plusieurs versions de ce dilemme-là. Est-ce qu'on dévie, puis à ce moment-là, on frappe un chat, on frappe un chien, on frappe une madame, une personne âgée, une autre, une jeune. Donc, ce genre de dilemme-là, c'est sans fin. Puis en même temps, ça nous permet d'explorer les principaux courants philosophiques, de vous aussi de réfléchir sur quels sont vos premiers réflexes en matière de décision morale. Donc, je vous invite à être présent en classe là, pour faire avec nous cette expérience. Une expérience d'ailleurs qui est proposée par le MIT, donc Massachusetts. Ben, c'est bien dur à prononcer ce matin. C'est, Institute of Technology, donc le MIT, on va le dire comme ça ça va être plus simple. Puis le site en question, vous pouvez le trouver là, même pour expérimenter ce type d'expérience-là. Ça s'appelle Moral Machine, donc la machine morale.mit.edu. Donc c'est un site là, intéressant pour déjà tester ce genre de dilemme. Massachusetts, voilà. Dans le cours, je vous donnerai aussi plusieurs exemples de citations extraits de la culture geek et populaire. Pourquoi? Parce que justement, je trouve que c'est intéressant de puiser dans la culture geek et populaire, notamment parce que souvent, bon, eux aussi ne réinventent pas la roue, là, donc ils vont puiser dans les classiques, je dirais, de la tragédie grecque, notre culture plus classique, là. Donc, c'est une façon d'aller puiser dans ces archétypes plutôt classiques de la culture plus traditionnelle, philosophique. Mais de réactualiser tout ça, c'est intéressant de le voir maintenant comment cette culture-là est réappropriée, réactualisée dans la culture populaire. Puis je fais la même chose, donc vous allez voir, j'ai posé des questions, j'ai donné des exemples. Iron Man, par exemple, est-ce qu'il a un discours conséquentialiste? Vous pouvez vous poser la même chose, là. Dumbledore, est-ce qu'il incarne l'éthique de la vertu? Le Mandalorian, avez-vous écouté le Mandalorian? Très bien. Donc, est-ce qu'il représente un discours déontologique? Donc, c'est important que vous fassiez, vous aussi, l'effort là, de tisser des liens entre votre propre culture puis les notions théoriques là, que l'on voit en classe. C'est comme ça qu'on tisse des liens dans notre cerveau, qu'on crée de nouveaux liens. C'est de là que ça vient, là, le mot intelligence, là, intelligere, là, c'est justement tisser des liens. Et pourquoi pas tisser des liens entre des contenus existants enseignés en classe et votre propre culture, ça vous aidera à mieux comprendre, mieux saisir, mieux intégrer, je dirais, les concepts du cours. Donc, posez-vous la question, là, à quoi ça ressemble pour vous ces trois courants philosophiques lorsqu'ils sont incarnés par nos héros, vos héros de la culture populaire, puisez là, dans ce que vous aimez, Game of Thrones, tout l'univers de Marvel, DC, vos séries TV préférées, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux qui est reparti en ce moment là, sur une nouvelle vague. Donc, quelles sont vos inspirations? Trouvez-les, tissez des liens entre votre propre culture et ce contenu de cours. Puis, d'ailleurs, allez répondre dans les forums cette semaine. Les forums de discussion, c'est justement ça. Des exemples puisés dans la culture populaire, la vôtre. Vous citez votre exemple préféré. Vous illustrez un des trois courants. Ou vous puisez dans, je dirais, l'actualité sociale, politique. Ça peut être justement l'exemple que j'ai donné avec la gestion de la COVID, ou ça peut être, je ne sais pas, peut-être le discours électoral qu'on entend en ce moment. Donc, les arguments, le troisième lien, tiens, un beau débat. Quels sont les arguments mobilisés, puis de quelle manière on puise dans l'un des trois courants philosophiques. Donc, dans le cours, nous allons aborder la question du bien et du mal. On va donner plusieurs exemples pour explorer
cette question du bien et du mal. Essayer de voir comment prendre un pas de recul, regarder comment moi, je prends mes décisions éthiques, morales, comment ceux et celles qui m'entourent prennent leurs décisions morales, dans quel type de discours philosophique ils vont puiser. Il y a plusieurs questions là, qui seront abordées, des questions nécessaires, fondamentales lorsqu'on fait de la philosophie morale. Quels sont les critères qui nous permettent de prendre une décision morale, pour prendre une bonne décision? Qu'est-ce qui nous permet de dire que justement une décision morale, elle est bonne ou mauvaise? Quelles sont les décisions que nous reconnaissons comme étant des bonnes décisions dans la culture populaire? Ça, c'est intéressant. On voit quelles sont les décisions qui sont validées comme étant de bonnes décisions. Puis après ça, à rebours, on regarde quels étaient les arguments à mobiliser pour prendre cette décision. Donc, il y a plusieurs décisions. On prend des décisions morales à chaque jour. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Puis de réfléchir à tout ça, bien justement, ça vous permettra de réfléchir à l'exercice de votre profession, puisque dans l'exercice de votre profession, il y aura des enjeux moraux, il y aura des dilemmes moraux, puis vous devrez prendre de bonnes décisions. Donc, aussi bien vous pratiquer maintenant, ici, en ce moment, faire vos premières réflexions, vos premières discussions peut-être autour de l'exercice du professionnalisme. D'ailleurs, dans le cours, on va prendre le temps de le définir, ce terme. Une première fois, je dirais, le terme professionnalisme, c'est super important. Ça s'appelle éthique et professionnalisme. Donc, on prendra le temps déjà dans ce cours de tenter de définir ce terme. Donc, qu'est-ce qu'une profession? Qu'est-ce qu'une profession au Québec? Qu'est-ce qui permet de distinguer une profession d'autres statuts dans le monde du travail, un métier, une job? Donc ça fait partie aussi des objectifs de ce module 2, des termes que nous allons aussi tenter de définir. Allez donc, tout de suite après cet enregistrement, après avoir assisté au cours, après avoir visionné en rattrapage l'enregistrement de cours, justement où j'y explique c'est quoi l'utilitarisme, c'est quoi le déontologisme, c'est quoi l'éthique de la vertu, c'est quoi les différents termes dans ce cours. Donc, allez nous citer sur les forums de discussion vos morceaux préférés de la culture populaire sur nos forums de discussion du module 2 et expliquez-nous pourquoi vos personnages préférés, vos personnes préférées qui vous entourent. Expliquez-nous quelle est la décision que ces personnes ou ces personnages ont prise, puis quelle était la justification morale de leur décision, puis de quelle manière ça s'inscrit dans l'un des principaux courants, donc déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. Et une fois que vous aurez appris à faire ça, donc à tisser ces liens, vous ne pourrez plus désapprendre. Ça va. Comme moi, je trouve ça fatigant. Vous allez aller au cinéma, là, puis comme moi, en sortant, vous allez vous demander la décision de Thanos, est-ce que c'est du déontologisme ou c'est de l'éthique de la vertu? Il avait l'air de calculer, mais en même temps, il s'appuie davantage sur une valeur. Je ne le sais plus. Donc voilà. Ou si vous écoutez l'épisode 3 du Mandalorian, là, comme ça m'est arrivé, la décision que Mando va prendre, est-ce que ça s'appuie sur le déontologisme? Est-ce que au contraire, c'est une contradiction même du déontologisme? Puis est-ce que c'est cohérent justement avec son code de déontologie professionnelle? Donc ça, c'est dans ma tête. Mais ce sera la même chose pour vous. Là. Une fois qu'on apprend ces concepts-là, on est souvent en train d'essayer d'analyser, de les trier. Et pour vous là, qui ont besoin d'un peu plus de concret, là, je le sais que je fais plusieurs références à la culture populaire, la culture geek. Puis je dirais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Puis donc je m'adresse à vous aussi. Donc j'ai ouvert aussi un forum plus concret, plus réaliste, parce que vous en avez ça aussi besoin. Autour de la crise, de la gestion de la pandémie. Donc, pour vous. Vous pouvez puiser aussi, je le disais, là, dans l'actualité politique, là, mais l'important, c'est des liens entre des décisions morales qui ont été prises,
des extraits peut-être de ces décisions-là, puis comment ces personnes-là s'appuient ou mobilisent l'un des trois courants philosophiques mentionnés dans ce cours. Un des trois modes de raisonnement, déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. Donc, l'important pour vous, là, que ce soit dans votre étude ou dans votre participation au forum, je dirais que c'est de vous exercer à justement tisser des liens entre différentes affirmations, différents arguments. Allez lire aussi là, ce que les autres vont publier dans les forums. Souvent, après en avoir lu là, 10, là, 12, je ne demande pas de tout lire. Là. Moi, je lis tout, mais pas vous. Donc, 10, 12 contributions, vous allez voir que ces concepts-là deviennent plus précis. À partir des exemples cités des autres, vous allez mieux maîtriser, là, je dirais, les trois grands courants philosophiques que nous avons ciblés dans ce module. Regardons d'ailleurs votre feuille de route du module 2 cette semaine. Vous l'avez vu là, dans votre feuille de route, je vous liste une tâche dans la section le contenu. Je vous liste une liste de tâches à accomplir cette semaine. Puis c'est important que vous compreniez comment fonctionne déjà le cours. Donc, à chaque semaine, j'ouvre un module. À chaque module, le premier onglet vous donne accès au sommaire du module avec les objectifs. Les objectifs, là, je les énonce pas pour m'amuser. Là. C'est-à-dire que des fois, on ne les lit pas, là, mais moi, je vous le dis, les objectifs, c'est des objectifs pédagogiques. Donc, à la fin, si vous vous demandez là, comment Jean-François va faire pour créer son examen, bien, moi, je prends un objectif, je crée une question d'examen, puis je vous la pose pour voir si vous avez atteint ces objectifs. Je dirais que mon examen, c'est à peu près un objectif par module. C'est assez simple. Là. Donc, c'est assez honnête et intègre de ma part. Là. Je vous fais des promesses. Je vous dis qu'il y a des objectifs, puis à la fin, mais je vérifie. Ça me semble cohérent, en tout cas, dans un examen, si vous avez atteint les objectifs du module. Donc, je disais, dans chaque module, il y a un premier onglet. Le premier onglet, c'est une espèce de résumé du module avec les objectifs. Dans le deuxième onglet, en haut, là, je l'ai nommé « Contenu », vous allez trouver une marche à suivre. Donc, une liste de tâches que vous devez faire pour atteindre les objectifs de ce module. Par exemple, si vous regardez la marche à suivre cette semaine, il est écrit « Écoutez le podcast ». Bien, pour vous, c'est ça, là, vous le faites, donc bravo, c'est réalisé. C'est écrit « Venez nous rejoindre en classe ». Donc, pour vous, si vous écoutez le podcast en ce moment, venez aussi nous voir demain. Moi, c'est demain pour moi. Mardi, donc, de 12h30 à 15h15, je dirais, 15h20. Puis, d'ailleurs, en classe, cette semaine, je vais réexpliquer les notions, le vocabulaire. J'ai une longue présentation pour vous expliquer les principaux termes, morale, éthique, professionnalisme, mais aussi, évidemment, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. Puis, on va avoir aussi le débat là, sur la gestion d'un dilemme éthique où je prends mes automobiles intelligentes. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu. Donc, si vous ne voulez pas venir en classe, visionner au moins j'ai prévu pour vous une présentation prédit. J'ai fait une présentation prédit narrée. Donc, soit vous venez en classe, puis je vous présente cette présentation prédit-là, puis je parle, ou vous l'écoutez chez vous, puis vous écoutez la bande audio que j'ai prévue sur cette présentation prédit. Donc, cette semaine, la feuille de route, vous écoutez le podcast, vous venez en classe. Il y a des lectures aussi. Donc, 2 lectures cette semaine. Pour les lectures, là, j'ai toujours précisé si c'est une lecture que vous pouvez faire rapidement ou attentivement. Moi je me sers d'expression comme lecture attentive. Quand je dis lecture attentive, là, ça veut dire que vous lisez. Prenez pas des notes, là, mais vous le lisez très attentivement. Cette semaine, la lecture attentive, c'est le chapitre 3, donc de l'ouvrage de Legault. Allez lire ce chapitre 3. Et il y a une lecture sommaire aussi. Lecture sommaire, ça veut dire lisez-le, mais lisez-le vite. Donc, pas le temps de... Le but, c'est plus de vous approprier très sommairement le texte que d'approfondir, de lire, de surligner. Donc, il y a toutes sortes de façons de lire. Là. Puis, lorsque je vous pointe des lectures, je dis aussi la façon de le lire. Parce que lecture attentive, c'est beaucoup plus long
que lecture sommaire. Lecture sommaire, là, ça peut se faire. On ouvre le document, on regarde un peu de quoi ça parle, on lit peut-être quelques parties qui nous semblent les plus pertinentes, puis on ferme ça. Alors que lecture attentive, on prend le temps de le lire. Donc voilà. Complétez donc les autres tâches que vous avez à accomplir cette semaine. Complétez le questionnaire d'auto-évaluation. À chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. C'est là que vous pouvez vous tester. Cette semaine, il y a un questionnaire pour vous tester si vous comprenez bien conséquentialisme et déontologisme. Donc, plusieurs questions. Il y a un forum. Donc, chaque module a un forum. Cette semaine, il y a un forum au module 2. Je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Puis, les autres tâches que vous avez à faire cette semaine, c'est de constituer vos équipes et d'entamer les travaux. J'en dirai quelques mots plus tard dans cet enregistrement sur les travaux de ce cours. Rappelons enfin les objectifs de ce module 2. Donc, à la fin de ce module, après avoir fait tout ça, toutes les tâches que je vous ai listées, vous devriez être capable de distinguer le professionnalisme des autres définitions du professionnalisme que vous pouvez entendre autour de vous. Vous devriez être capable de définir le terme moral, le terme éthique, droit, déontologie, vertu. Et vous devriez être capable de distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche inspirée de l'éthique, de la vertu. Donc ça, c'est mes objectifs. Encore une fois, à la fin dans l'examen final, là, ça se peut que je puise dans un de ces objectifs pour vous poser une question dans l'examen final. Donc, pas de surprise. Ce sont les objectifs du module 2. Puis un de ces objectifs-là peut se retrouver, un ou plusieurs. Là. Mais typiquement, je prends un objectif par module pour constituer, créer mon examen final. Indice cette semaine, déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. Donc, vous prenez cet indice, vous m'écrivez par courriel cet indice, puis à ce moment-là, vous aurez réussi votre défi de la semaine et vous aurez témoigné que vous avez effectivement écouté l'épisode cette semaine. Donc, l'indice, déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. OK, parlons des évaluations de ce cours. Je le sais que c'est une partie là, qui vous intéresse. Donc, parlons des évaluations de ce cours. J'expliquerai aussi ces évaluations en classe, donc à la toute fin de mon cours en classe. Mais je vous les explique aussi dans cet enregistrement audio. Comme ça, si vous manquez l'enregistrement en classe ou si au fur et à mesure qu'on avance, vous avez oublié les évaluations, vous voulez un peu plus d'informations sur une de ces évaluations, vous pourrez réécouter cette partie de l'enregistrement de cours. Donc d'abord, précisons qu'il y a des travaux d'équipe dans ce cours. Et je sais que les travaux d'équipe c'est toujours difficile, c'est parfois assez périlleux, surtout lorsqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui sont à distance. Mais il faut vous exercer déjà à faire ce genre de travail d'équipe. Ça reflète ce qu'est la réalité aujourd'hui. C'est rare qu'on fait des travaux seuls. Donc, le travail d'équipe au boulot, ça fait partie de notre réalité. Et qui plus est, là, depuis qu'on travaille à distance. Donc, pratiquez-vous. Hein? Donc, attendez pas le début de votre carrière professionnelle avant de développer ces compétences. Donc, le travail d'équipe. D'abord, pour vous, faire vos équipes. C'est peut-être la liberté que vous avez, que vous n'aurez pas dans l'exercice de votre profession. Là. Donc, faire vos équipes. Vous avez jusqu'au 18 septembre pour vous. Donc, c'est bientôt. C'est ce dimanche à 23h59 pour former vos équipes de travail. Avec vos amis, si vous le souhaitez. Là. Mais sinon, si vous connaissez peu ou pas de personnes, pas d'étudiants dans ce cours, rassurez-vous, à la fin de la période prévue, là, je vais créer des équipes, je vais vous ajouter à des équipes déjà constituées ou je vais carrément créer de nouvelles équipes. Le but, c'est de laisser une période de création des équipes un peu libre. Puis moi, je compléterai là, une fois que la période de création des équipes là, sera échue.
Les évaluations. Donc, parlons aussi des forums de discussion. Donc, dans ce cours, j'ai donné une place importante aux forums de discussion. C'est un outil qui... vous allez voir les forums là, de l'ENA, là, c'est pas l'outil. En fait, moi, je le trouve épouvantable. Puis, j'arrête pas de rappeler que l'outil est mal conçu. À l'équipe des TI de l'université, d'ailleurs, sont en train de travailler sur un nouvel outil de forum de discussion dans l'ENA 2. Mais pour l'instant, là, l'outil, il n'est pas bon. Mais c'est notre outil. Donc, vous allez le voir, il y a très peu d'organisation du contenu. C'est souvent une suite là, pour vous, là, c'est une suite de des fois 100 billets en ordre chronologique. Donc, sans ordre logique ou thématique ou en matière de pertinence. Donc, on va avoir besoin de votre aide pour essayer de faire un peu de sens dans ces forums-là. Le but, c'était de vous permettre de vous exercer personnellement et collectivement à atteindre les objectifs de chaque module. Donc ici, c'est une pratique écrite. Hein? C'est bien beau d'avoir l'impression de comprendre les objectifs, mais habituellement, je formule mes questions pour vous tester, vous donner une occasion de vous tester. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous avez effectivement atteint l'objectif du module? Puis pratiquez-vous. Et pratiquez-vous à l'écrit. Hein? Parce qu'à la fin, dans l'examen final, ça se peut qu'il y ait une question à développement. Hein? Donc, ce n'est pas toujours des vrais ou faux ou des questions à choix de réponse. Là, des fois, une question à développement moyen, puis à court ou moyen, puis ça peut ressembler à une réponse que vous pourriez vous-même formuler dans les forums. Donc, pourquoi pas vous pratiquer maintenant à écrire votre réponse et à démontrer que vous avez atteint un objectif de module. Puis, la façon que j'aimerais aussi que vous participiez au forum, c'est d'écrire pour vous aider, mais aussi nous aider. Hein? C'est-à-dire que si vous arrivez tard, je dirais, dans le forum, ben, lisez les propos de vos collègues. Vous pouvez formuler votre propre réponse, mais j'aimerais que certains d'entre vous fassent parfois l'effort de résumer les propos de vos collègues. Hein? Le but, c'est que plus on avance dans le forum, plus la réponse est concise, précise, synthétique. Hein? Puis à la fin, idéalement, là, moi, j'aimerais que l'étudiant ou l'étudiante qui passe à la fin du forum là, puisse lire quelques billets qui sont justement plus synthétiques, quelques billets qui pourront l'aider à atteindre les objectifs de ce module. Moi aussi, je vais faire mon effort, là. C'est-à-dire que des fois, je vais commenter en disant ça, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment précis. Des fois, je vais mettre des notes là, dans les... Il y a une façon de donner là, des thumbs up, là, pour moi, en tout cas, là, lorsque je lis des forums. Le but, c'est pas que vous lisiez l'ensemble des 150 contributions, c'est d'en lire quelques-unes pour vous faire une tête, vous inspirer peut-être des billets que moi, j'ai ciblés ou que vos collègues ont identifiés comme étant pertinents. Certains vont résumer les collègues, les billets les plus pertinents. Puis à la fin, pour vous, c'est d'en lire quelques-uns, peut-être de lire les plus pertinents, puis vous-même de vous exercer à produire votre écrit, votre réponse à la question que je vous ai moi-même fournie. Je vous rappelle que vous devez intervenir un minimum de 10 fois sur les forums. Donc, minimum de 10 fois. Moi, je lis tout. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais moi, je vais tout lire, je vais tout corriger, puis je vais garder vos 10 meilleures contributions, puis tout ça, ça va m'aider à constituer une note, votre note, pour cette évaluation qui s'appelle Forum de discussion. Elle vaut 15 points. Puis d'ailleurs, je vais publier une note provisoire. Souvent, la première note provisoire, là, je la publie à la mi-session, ne serait-ce que pour vous donner un peu de votre progression. Cette note-là est progressive, donc je vais vous donner une note à mi-chemin, à mi-parcours, puis après ça, je vais peut-être aux semaines ou aux 2 semaines vous donner des notes provisoires pour que vous voyiez plus aisément votre progression dans cette évaluation. Donc, c'est quoi une bonne participation au forum? Si je regarde mes critères moi-même, là, j'ai prévu des critères de correction. Bon, c'est le nombre de vos interventions. Je vous disais minimum 10. La régularité, la constance de vos interventions. Donc, si vous me faites 10 interventions là, dans la semaine 12 du cours, ça ne fonctionne pas.
Il y en a qui vont s'essayer, mais ça ne fonctionnera pas. La qualité de vos interventions, évidemment. Donc, si vous participez, je dirais 10 fois, si vos contributions sont bonnes ou très bonnes, là, vous allez avoir une note autour de, je dirais, 11 sur 15. Puis si vous voulez avoir plus de 11 sur 15, bien, il faut en faire un peu plus. Donc, lire évidemment les contributions des collègues, mais les analyser, compiler, résumer peut-être, compiler peut-être dans des tableaux les contributions de vos collègues, faire des schémas. Dans les années passées, il y en a qui m'ont produit des vidéos sur YouTube, des capsules audio. Pourquoi pas? Le but, c'est d'aider vos collègues, de vous aider à atteindre les objectifs de ce module. Puis plus on a du contenu de qualité, plus ce sera simple pour vous. Donc, si vous allez vous produire ce genre de contenu, un contenu plus enrichi, à ce moment-là, vous irez chercher un maximum de points. Donc, proposer aussi des textes inédits, peut-être qui n'ont pas été cités dans le cours. Donner des exemples pratiques. Il y en a qui ont une expérience terrain plus riche que les autres, là. Donc, c'est le moment de citer vos expériences terrain, pratiques. C'est super pertinent et riche, là, ce genre d'exemple-là. C'est très instructif pour d'autres de vos collègues qui ont moins peut-être d'expérience terrain. Donc, forum de discussion. Ça a l'air le fun, mais vous allez voir, c'est assez épuisant. Je le sais, mais c'est votre lieu d'écriture, de travail, de pratique. Hein, pour vous, c'est pour vous exercer à écrire des réponses qui démontrent que vous avez atteint les objectifs du module. Hein, vous remarquerez que les questions, je le dis encore, les questions posées pourraient ressembler à des questions d'examen. Hein, c'est une question qui cible un objectif de module, puis c'est une question que vous devez avoir un développement court, moyen, des fois un peu plus long. Ça dépend de votre intensité de rédaction. Mais le but, c'est de vous exercer, démontrer que vous avez atteint les objectifs du module. Parlons des TP maintenant, donc des travaux pratiques, les TP. C'est comme ça qu'on va les nommer. Donc, vous avez deux TP dans ce cours, donc 30% de la note finale. 30 points. Donc, deux travaux. On va l'appeler le TP1 et le TP2. Donc, ça va prendre la forme d'une étude de cas. Le TP1 qui est la rédaction d'un problème d'éthique appliquée. Ça vaut 5 points. Et le TP2, la résolution d'un problème d'éthique appliquée. Celui-là, il vaut 25 points. Dans le cas du TP1, et ça s'en vient, là, je vous le disais, la date d'échéance du TP1 s'en vient à grands pas, vous devez créer vous-même, en équipe, un vrai problème éthique. Un vrai problème qui reflète la réalité de votre profession. Donc, un vrai problème. Un problème là, que vous pourriez rencontrer là, dans quelques années dans votre milieu de travail. Donc, un vrai problème. Réaliste. Concret. Et vous m'écrivez ça sur une page. Pas plus. Donc, c'est assez simple. Mais en même temps, il y en a certains qui vont en arracher, là, c'est-à-dire que lorsqu'on maîtrise mal la réalité d'exercice de la profession, certains vont m'inventer des problèmes qui sont irréalistes, qui manquent de concret, puis qui ne les intéressent pas. Alors ça, c'est un autre problème, ça. Donc, on fait ça vite, c'est juste une page. On fait ça vite. Le problème, c'est que si vous faites ça trop vite, puis négligemment, bien, vous allez être pris avec ce TP1, parce que le TP2, vous devrez résoudre ce problème. Donc, restons au TP1. Là. Le TP1, j'ai quelques critères de correction. Ça s'en vient, puis je vous les mentionne tout de suite. Je vous ai dit que ça prend un problème réaliste, vrai, concret, plausible. Mais voici les critères. Les critères de correction, c'est la plausibilité. Est-ce que votre problème il est fréquent ou non dans l'exercice de la profession? Moi, je veux des problèmes fréquents. L'exemple de Karen Duhamel, c'est intéressant, c'est stimulant. Il y avait une intention pédagogique, mais c'est très peu fréquent. Moi, je veux des problèmes plus fréquents. Est-ce que c'est réaliste, votre problème? Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est-à-dire que ça doit refléter l'exercice de la profession. Donc,
pointer vers de vrais employeurs avec des vrais noms de compagnie, un vrai contexte de travail, donner de l'information un peu plus technique là, pour qu'on voit, qu'on a l'impression, là, pas juste que ça soit formulé de façon générale, ça nous prend quelque chose de réaliste. Donc, je sais qu'il y en a qui vont verser là, dans des problèmes éthiques là, passionnants là, qui feraient un bon scénario là, d'un épisode de Black Mirror, là, mais moi, ce que je veux, c'est des problèmes qui sont réalistes, plausibles et fréquents. Donc, ces deux critères-là sont super importants. Je veux que vous ayez, que vous pratiquiez à résoudre un problème que vous allez rencontrer. Puis pourquoi vous demandez ça? Parce que je ne veux pas vous faire travailler sur un problème éthique que vous n'allez pas rencontrer. Hein, le but, c'est de vous préparer avant que ça se produise. Le troisième critère, c'est un critère d'urgence, c'est-à-dire que vous devez mentionner un délai pour prendre la décision. Pourquoi? Ben, pour vous rappeler que l'éthique appliquée, ça ne se fait pas dans un univers où on a l'éternité, là. Donc, Aristote et Platon, puis la philosophie aime bien jongler avec ça, là. C'est-à-dire qu'on a l'éternité pour débattre en philosophie morale, théorique. Mais là, c'est de l'éthique appliquée. Donc, il faut prendre une décision, il faut la prendre rapidement. On manque de ressources, et par ressources, je veux dire aussi, on manque de temps. Puis parce qu'on manque de temps, il faut prendre la meilleure décision possible dans la période de temps qui est possible, qui nous est proposée. Donc, troisième critère, donc, urgence. Autre critère, originalité. Bien là, ici, c'est assez simple. C'est que je ne veux pas de plagiat. Donc, je veux que vous vous inspiriez d'un cas réel. Ça se peut que ce soit un cas que vous en avez entendu parler dans l'actualité, mais citez vos sources, reconnaissez le travail de celles et ceux qui ont écrit avant vous. Il y en a qui vont servir de cas éthiques qu'ils ont trouvés eux-mêmes, mais en faisant des recherches sur Internet. Mais citez vos sources. C'est important, là. Vous êtes rendu à l'université, mais personne qui veut se retrouver avec un plagiat, et qui plus est, dans un cours d'éthique, ce serait bien le compte. Donc, original. Autre critère, le critère d'équilibre. Donc, c'est un dilemme éthique que je veux. Donc, pas un cas technique où il n'y a pas vraiment de dilemme, puis tout ce qui reste, c'est trouver la façon de mettre en œuvre la décision. Donc, ce que je veux, c'est un vrai dilemme. Donc, un dilemme, là, lorsqu'il est en équilibre, on hésite, on est dans le doute. Si je vais à gauche, c'est bien. Si je vais si je vais à droite, c'est bien. Donc, à gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Décision A, c'est bien. Décision B, c'est bien. Et j'hésite entre ces deux. Donc, en équilibre, c'est ça. Si vous vous dites à gauche, c'est bien, puis à droite, c'est mal, ben vous allez aller à gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de dilemme. C'est ça que je veux dire. Donc, assurez-vous que ce soit bien équilibré dans votre formulation du problème. Donc, voilà. Si vous faites tout ça, un beau problème, original, un dilemme équilibré, concret, réaliste, avec une petite dimension d'urgence, ben vous aurez réussi ce TP1. Ce sera encore une fois peut-être difficile pour certains d'entre vous parce que c'est pas tous et tout un chacun là, qui a une belle expérience du terrain. Mais justement, n'hésitez pas à consulter vos collègues qui ont des fois, pour certains, un peu plus d'expérience. Sinon, consultez vos proches, votre entourage. Je sais que certains ont certains professionnels dans leur entourage. Donc, consultez tout ce beau monde et trouvez-moi un vrai problème concret, réaliste, que vous pourriez rencontrer dès votre sortie du bac. Hein, préparez-vous, exercez-vous avant d'affronter la réalité. Parlons du TP2 maintenant. Donc, le TP2, il vaut 25 points. 25 points. Donc, prenez-en la pleine mesure, là. Donc, le TP2, il est plus long. Vous le verrez. Toutefois, vous êtes, je le sais que dans votre tête, là, vous m'écoutez encore, bravo, mais vous n'êtes pas encore rendu là dans votre gestion du temps. Donc, il arrive un peu plus tard dans la session. Donc, avant de donner le détail de cette évaluation, ben, je vais attendre un peu. Je vais attendre que vous en ayez besoin. Une fois que votre TP1 sera déposé, là, je vous donnerai quelques instructions supplémentaires sur le TP2. Mais je me permets déjà de vous dire quelques informations.
Donc, dans ce TP2, vous allez devoir résoudre le TP1 que vous m'avez vous-même proposé. Donc, le TP1 là, que vous allez bientôt me créer, vous allez le résoudre dans le TP2. Donc, d'où l'importance, là, rappelez-vous, que ce TP1 pour vous soit intéressant, pertinent, utile, pratique, concret. Là. Sinon, ben, vous le voyez bien, là, vous allez être pris avec un TP1 que vous trouvez pas pertinent, pas utile, pas pratique, pas intéressant, puis vous allez devoir passer au TP2, puis passer plusieurs heures avec un problème que vous-même vous avez créé, mais que vous trouvez inutile, peu pertinent, pas intéressant. Donc, puis pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous vous êtes dit, ça vaut juste 5 points, on va faire n'importe quoi. En faites pas n'importe quoi. Choisissez un bon problème qui vous intéresse, qui est passionnant, qui est réaliste, concret. Comme ça, quand vous allez passer au TP2 et vous allez tenter d'analyser ce problème, mais vous allez avoir un peu de fun, puis ça sera utile, pratique, pratique pour vous. Donc, TP2, résoudre ce TP1. Et pour résoudre ce TP1, vous allez le faire à l'aide d'une grille d'analyse. Donc, pas de panique, là, je vais vous expliquer cette grille au module 4. Donc, je vais vous expliquer à quoi c'est quoi cette grille ça s'appelle la grille de Georges A. Legault. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser cette grille. Ensuite, vous allez le voir, là, une fois que vous avez utilisé cette grille pour analyser votre problème, en fait, il y a 2 étapes au module 2. Une étape analytique. Donc, vous allez analyser votre problème à l'aide d'une grille d'analyse que je vais vous expliquer au module 4. Et ensuite, le TP2, la deuxième étape, c'est de rédiger un rapport décisionnel. Donc, vous aviez un problème. Dans le TP2, vous allez l'analyser et en plus, vous allez m'expliquer. C'est ça un rapport décisionnel, là, expliquer votre décision. Donc, expliquer votre décision, expliquer quels sont vos principaux arguments, puis expliquer comment vous allez mettre en œuvre votre décision. Donc, tout ça, là, ça fait partie c'est déjà prévu dans l'analyse de la grille, mais le rapport en tant que tel, donc la deuxième étape du TP2, c'est d'expliquer, m'écrire ou expliquer à un correcteur ou expliquer à un patron quelle est votre décision, quels sont vos principaux arguments, pourquoi votre décision, elle est donc bonne, rigoureuse et pertinente, puis comment vous allez faire pour la mettre en œuvre. De toute façon, je vous le rappelle, là, je vous réexpliquerai ce TP2 un peu plus tard dans la session, là, lorsque vous aurez besoin de cette information. Mais c'est ce qui vous attend. Donc, avec ces deux TP, TP1, concevoir un problème éthique, et TP2, résoudre ce problème éthique. Autre évaluation dans ce cours, 2 examens. Donc, 2 examens. Il y en a 2. 2 examens vraiment différents. Un à la mi-session, un à la fin de session. L'examen de mi-session, celui qui s'en vient à la mi-session, 15 points. C'est un examen pratique où vous devez vous pratiquer chez vous, à distance. Donc, c'est un examen qui se fait à distance, où vous avez du temps. En fait, vous avez 1 semaine pour faire l'ensemble de l'examen. Vous allez voir, il y a une petite gymnastique là à comprendre, là, c'est-à-dire que chaque partie de l'examen sera disponible pendant 45 minutes. Donc, une fois que vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la faire. Donc, faites attention. Vous devez être prêt à la faire. Et une fois que vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la faire. Mais pour faire ces 5 parties d'examen, vous avez 1 semaine pour le faire. Donc, vous pouvez choisir quand, mais soyez prudent parce que si vous ouvrez une partie, vous devez avoir au moins 45 minutes devant vous là, parce que ça va aller vite et il faut que vous soyez prêt. Donc, pour cet examen de mi-session, tout est permis. Tout. Vous êtes à distance. C'est vraiment difficile de vous demander de ne pas consulter rien. Donc, vous avez tout, sauf des anciennes copies d'examen. Donc, ça, vous ne devez pas les consulter. S'il y en a qui circulent, je l'interdis formellement. Là. Mais si vous voyez des anciennes copies d'examen, c'est interdit de consulter ça. Si vous avez des étudiants qui ont déjà fait l'examen de mi-session, vous ne pouvez pas vous inspirer de leur... En fait, c'est interdit de le partager. Donc, vous avez droit à tout, les notes de cours, mais vous n'avez pas droit
d'anciennes copies d'examen. Donc, tout le contenu intellectuel produit pendant cet examen doit être le vôtre. Donc, si vous faites des copier-coller, soyez très prudents. Vous pouvez peut-être copier une phrase là, que vous avez trouvée sur Internet, là, mais on la met entre guillemets, on cite notre source. Mais typiquement, les réponses doivent être les vôtres. Vous pouvez consulter tout ce que vous souhaitez, même un autre étudiant ou une autre étudiante. Donc ça, c'est la formule que je vous propose. Je l'appelle la formule mariage. Donc, je ne sais pas si ça se dit encore, là, mais formule mariage, c'est-à-dire que vous choisissez un ou une collègue, puis vous pouvez faire votre examen avec elle ou avec lui. Hein, le but, c'est de pouvoir consulter pendant ce 45 minutes-là, là, si vous avez un blanc de mémoire, si vous ne savez pas où vous lancer, avoir quelqu'un proche de vous ou qui est branché avec vous en même temps, avec qui vous pouvez discuter. Alors, ce que je veux éviter, c'est que vous fassiez l'examen en groupe. Non, ça me semble pas une bonne pratique pour vous parce que lors de l'examen final, vous serez seul. Donc, aussi bien vous pratiquer à être quasiment seul, peut-être une autre personne, la personne avec qui vous allez décider de vous marier, qui pourra vous aider un peu pendant ce premier examen. De toute façon, concernant cet examen de mi-session, la semaine avant l'examen de mi-session, je vous donnerai quelques informations supplémentaires là, pour être sûr que la façon de faire soit bien comprise. L'examen 2 maintenant, c'est l'examen final. Donc, cet examen 2 vaut 30% de la session. 30%. Donc là, c'est un examen classique de fin de session en classe ou si vous êtes à distance, en tout cas, c'est un examen qui se fait sous surveillance. Le but, dans un cours à distance comme ça, là, où c'est possible de faire toute la session et tous les travaux à distance, ça prend au moins un endroit où, sous surveillance, on valide que la personne qui est assise devant moi ou devant le surveillant a atteint minimalement les objectifs du cours. Alors, le but, c'est pour d'éviter une forme de triche systématique. Donc, l'examen, il est classique, il est à la fin de la session. Pour vous, ce sera le 6 décembre 2022, de 18h30 à 21h. Il fera froid, il fera noir très tôt. Et l'examen, c'est 2 heures en classe. Donc, le matériel qui sera permis, c'est rien. Aucune consultation. Hein, d'où l'importance de vous pratiquer à l'examen de mi-session là, pour être bon à l'examen de fin de session. Donc voilà, ce sont vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. Ajoutons peut-être aussi les questionnaires. Donc, rappelez-vous, pour chaque module, il y a un questionnaire à compléter. Ces questionnaires valent 10 points. Donc, questionnaire, 10 points. Les forums de discussion, 15 points. TP1, 5 points. TP2, 25 points. Puis les examens, donc examen 1 en mode mariage, si vous le souhaitez, 15 points. Et l'examen 2, 30 points individuels, seul avec vous et votre crayon et votre cerveau. Tout ça pour 100 points. Et rappelons qu'il y a 5 points bonus là, qui sont cachés dans mon système de trophées, badges et récompenses là, pour celles et ceux qui sont les plus engagés dans ce cours et qui courent peut-être après quelques points supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, bravo pour votre écoute des podcasts. Vous êtes rendu à votre deuxième écoute, donc deuxième podcast. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà d'ailleurs fourni les preuves de leur écoute des podcasts. Et je vois aussi les statistiques de téléchargement. Je vois qu'il y en a qui écoutent ça sur YouTube. C'est le fun de voir ça. Donc, passionnant de voir cette idée parce que c'est une idée. Je me suis dit, je vais leur donner aussi du contenu audio. Ça sera une voie alternative là, pour qu'ils puissent faire leur chemin à leur rythme et à leur manière. Donc, content que ça vous convienne. Écoutez, on se voit en classe demain pour moi, mardi. Sinon, bonne semaine à vous tous et toutes. Profitez des dernières semaines de chaleur. Malheureusement, là, ça achève. Donc, visitez les terrasses, allez vous promener dans nos parcs, puis faites le plein de plein air, de soleil, de chaleur. Puis on se revoit ici même la semaine prochaine. Allez, bye bye.